Bonjour, professeur Andrieli, vous êtes professeur en diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous êtes également chercheur à l'Institut Cardio-Métabolisme et Nutrition. Qu'est-ce que c'est que cet institut? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Alors, l'Institut Cardio-Métabolisme et Nutrition est un institut qui s'est créé en 2011 à la Pitié-Salpêtrière et qui est en fait une fondation dont le but principal était et reste en fait d'augmenter les interactions entre les équipes cliniques qui prennent en charge les patients atteints de maladies cardio-métaboliques et les laboratoires de sciences fondamentales. Alors pourquoi faire? Parce qu'on a besoin d'augmenter en fait nos connaissances dans la physiopathologie de ces maladies, de promouvoir des nouvelles hypothèses et de contacter ensuite des partenaires industriels pour pouvoir après proposer des soins innovants et en particulier d'essayer d'avoir une médecine personnalisée. Au-delà des termes, en fait, il faut que ça devienne une réalité dans le futur proche. Et donc, un des objectifs de cet institut, c'est justement de promouvoir tous les outils nécessaires au développement de cette médecine personnalisée. Est-ce que justement vous pouvez préciser cette interaction dont vous parlez entre les soins et la recherche, finalement, ce que vous appelez la recherche translationnelle? Voilà, donc habituellement, chaque service clinique a en fait un soutien le plus souvent d'une unité INSERM. Et là, l'idée est de regrouper les départements cliniques, ce qui a été fait géographiquement dans un nouveau bâtiment à la Pitié-Salpêtrière, et de permettre en fait à des cliniciens de pouvoir interagir avec beaucoup plus de chercheurs que leur champ habituel. Et cela permet d'avoir des interactions avec des cardiologues, avec des lipidologues, avec des diabétologues, avec des nutritionnistes, à la fois sur le plan clinique, mais aussi sur le plan fondamental, ce qui n'était pas en fait aisé à faire habituellement, car tout devient tellement spécialisé qu'on est en fait souvent restreint dans son propre domaine. Et là, le fait d'avoir accès à de nombreux autres partenaires, ça permet de développer des tas d'hypothèses, ça permet de voir qu'en fait, en cardiologie, en diabétologie, il y a des thématiques communes, qu'on a des patients communs aussi, et que du coup, en fait, le simple fait de réunir tous ces partenaires augmente les interactions et du coup crée des nouveaux projets, des nouvelles idées et permet aussi, en fait, vis-à-vis des partenaires industriels aussi, de montrer que toutes ces interactions permettent d'avoir à la fois tout un panel de patients et tout un panel de compétences scientifiques. On comprend bien en fait que l'Institut permet cette interaction entre donc la recherche fondamentale et la recherche clinique en finançant des projets, en donnant des axes en fait directeurs de recherche. Ça ne peut se faire que s'il y a aussi des plateformes où il y a des phénotypages qui sont effectués. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, un des exemples en fait, qu'on peut donner de ce que cet institut a développé de manière spécifique, c'est le développement de plateformes. Alors, il y a en particulier une plateforme de phénotypage clinique des patients qui permet un phénotypage approfondi avec de l'imagerie cardiaque, avec des analyses sanguines pour des tas de marqueurs, également en fait des collections tissulaires, collections d'intestin, de foie, de tissus adipeux pour les patients qui vont avoir une chirurgie bariatrique. Et puis pour ceux qui n'ont pas de chirurgie bariatrique, des biopsies de tissus adipeux par exemple, bientôt des biopsies musculaires. Et donc tous ces matériaux en fait collectés permettent d'avoir du matériel pour les chercheurs. Et à partir du moment en fait, où on prend en compte que chaque personne est différente et que même si on a la même maladie, voilà, on a une variabilité d'un individu à l'autre, eh bien, ce phénotypage approfondi prend en compte cette variabilité et permet d'avoir ainsi accès à un panel de patients
C'est-à-dire que dans le diabète de type 2, on va du diabète modérément déséquilibré au grand déséquilibre du diabète. Dans l'obésité, il y a tous les extrêmes d'IMC et cela permet d'avoir en fait pour les chercheurs une collection tissulaire et de prélèvements biologiques en fait, ainsi que des paramètres cliniques anthropologiques. Il y a des questionnaires d'environnement aussi. Et tout ça, c'est très innovant finalement, parce que peu de centres en fait le font. Et on peut imaginer la difficulté ensuite de formuler des hypothèses ou de les confirmer sur une population de 50 patients, mais s'il y a de la variabilité chez ces 50 patients, eh bien on perd en puissance pour prouver l'hypothèse. Et donc, grâce à ce phénotypage approfondi, on peut stratifier les patients et permettre ainsi en fait d'avoir des groupes plus homogènes pour augmenter en fait la puissance statistique pour prouver les hypothèses. Si je comprends bien, vous constituez des cohortes très bien caractérisées. Est-ce qu'il y a un exemple fort qu'ICANN a développé de cohortes importantes sur la base de laquelle vous avez ces nouvelles données, ce que l'on appelle les big data? Effectivement, en fait, il y a la cohorte Métacardis qu'on peut prendre comme exemple. Alors Métacardis, en fait, c'est une cohorte qui est développée au sein de la Pitié, dans laquelle il y a 1000 sujets qui ont été recrutés, avec différentes catégories de patients, allant du sujet sain au sujet en surpoids, avec ou sans diabète, des sujets obèses qui vont avoir une prise en charge nutritionnelle et d'autres une chirurgie bariatrique, des patients qui viennent de faire l'infarctus du myocarde, des patients qui ont un angor stable et des patients insuffisants cardiaques. Et l'idée est d'avoir, en fait, dans ce projet qui est financé par l'Europe, eh bien, le maximum de recueils possible de paramètres, dont la flore intestinale, dont les recueils de sel, afin de voir quelles sont les espèces bactériennes communes entre les maladies. Est-ce qu'il y a un continuum entre le sujet sain et jusqu'aux patients qui ont l'insuffisance cardiaque, et essayer, en fait, de voir dans ces populations justement tenir compte de la variabilité, mais voir aussi les choses communes entre les groupes. Et donc le recrutement est terminé maintenant, les analyses sont en cours et donc on espère que grâce à l'interaction en fait de tous ces spécialistes, puisqu'il y a des spécialistes de la flore, il y a de la métabolomique, il y a bien sûr un service bioinformatique dédié pour analyser tout ça, on pourra en fait reconstituer un lien important qui est qu'est-ce qui se passe dans l'intestin et comment cela peut avoir des conséquences en fait après sur la santé humaine et le développement de telle ou telle pathologie. Tout cela est passionnant, on a envie de savoir quelques exemples, en particulier dans la résolution du diabète ou de l'obésité. Alors ça, c'est un autre thème important en fait sur lequel on travaille depuis maintenant plusieurs années. Effectivement, on a constaté que des patients diabétiques de type 2 pouvaient, en fait, certains d'entre eux pouvaient être guéris quelques jours après avoir une chirurgie pour leur obésité, et donc alors qu'ils n'ont pas encore perdu beaucoup de poids. Donc on se dit que là, la chirurgie bariatrique, au-delà du soin, en fait, du bénéfice évident que les patients vont en tirer, la chirurgie bariatrique va promouvoir dans le corps l'expression de facteurs de réparation, en fait, comme si le corps se réparait lui-même. Alors, la résolution du diabète après la chirurgie bariatrique, c'est un domaine dans lequel, en particulier, l'équipe de Karine Clément a beaucoup contribué, a montré des mécanismes en fait, d'action. Et comme il est difficile aussi d'accéder à tous les tissus et aux prélèvements en fait, chez l'homme, et en particulier dans le suivi, nous avons développé un modèle de chirurgie bariatrique chez la souris. Et donc nous avons validé et publié ce modèle dans plusieurs publications et nous montrons que ce modèle de chirurgie bariatrique en fait a exactement la même évolution, c'est-à-dire une résolution du diabète rapide au bout de 10 jours, comme observé chez l'homme. Et nous avons déjà montré en fait certains mécanismes qui participent essentiellement au réveil du pancréas endocrine, c'est-à-dire que la cellule bêta qui était plutôt finalement en déficit de fonctionnement avant l'opération, tout d'un coup se réveille et l'insulinosécrétion est fortement réparée, ce qui permet de contrôler très très rapidement en fait, le diabète de type 2. Donc si on arrive à trouver les mécanismes et on se dit que quelque chose se passe dans l'intestin, parce que c'est lui qu'on a modifié,
Si on arrive à trouver ces mécanismes, on pourra dans le futur proposer des mimétiques de la chirurgie bariatrique. Et là, on aura besoin des partenaires industriels, car une fois qu'on aura en fait validé nos hypothèses et trouvé les molécules ou les facteurs en cause, en fait, il faudra ensuite passer à des stades de développement industriel, de validation chez l'homme, et pour espérer un jour, en fait, proposer des bénéfices de la chirurgie, mais sans opérer les patients. Là, vous soulignez le rôle majeur de l'industrie dans toute la chaîne de valeur. Vous commencez par la création de cohortes, vous les analysez, vous avez des hypothèses, vous faites vos investigations. J'imagine que c'est une boucle entre le clinique et le fondamental, pour arriver à finalement des preuves de concept pour travailler avec l'entreprise. Donc si je comprends bien, l'industrie est une partie importante dans le dispositif d'ICANN. Voilà, effectivement, parce qu'on reste quand même dans l'Institut à travailler sur un mode finalement de recherche, on va dire, académique. Et donc le foisonnement des hypothèses et le foisonnement des résultats des équipes permet de générer des tas de nouvelles pistes en fait. Et après, la phase ultérieure, c'est la validation chez l'homme. Mais cette validation, on peut justement la faire si on trouve un nouveau marqueur, par exemple, parce que nous avons accès à des tas de populations dans notre hôpital et les sérothèques sont déjà constituées. Et donc, on peut, en fait, si on a un marqueur chez la souris, voir s'il est présent aussi chez l'homme. Et effectivement, le développement futur passe nécessairement par un partenariat industriel, parce que les industriels, en fait, ont justement cette culture de développement des marqueurs, de leur modification parfois, afin d'avoir des formes à libération prolongée, les modes d'administration. Voilà, tout ça, c'est une culture en fait que les partenaires industriels ont, et leur partenariat est évidemment fondamental pour ensuite revenir aux patients sous forme d'un traitement innovant. Et ainsi, on aura une boucle qui aura été bouclée entre le modèle préclinique murin jusqu'au retour vers le patient et avec le traitement innovant. Professeur Andréini, merci beaucoup pour cet entretien passionnant et vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches. Merci.